Bonjour à tous, nous allons parler dans cette vidéo du système nerveux. Alors, nous allons voir dans un premier temps la structure du neurone. Nous verrons ensuite comment le neurone va véhiculer un message nerveux qui est de nature électrique. Puis, en dernier point, nous verrons comment ce message nerveux est véhiculé au sein du réseau neuronique entre neurones. Dans cette première partie, nous allons voir la structure d'un neurone. Alors, quelles sont les différentes composantes d'un neurone ? On va retrouver trois composantes qui sont communes à toutes les cellules, à savoir, premièrement, la membrane plasmique, on va également retrouver le cytoplasme, qui est le liquide intracellulaire, et dernière composante, le noyau, qui contient l'information génétique. La particularité de ce corps cellulaire, c'est de former des extensions cytoplasmiques qu'on peut voir tout le long du corps cellulaire, qui sont les dendrites. Nous avons ensuite l'axone, qui est représenté ici. Axone qui a la particularité d'être couvert par intermittence par les cellules de Schwann qui forment la myéline. Alors ces cellules de Schwann, comme on peut voir sur la photographie ici en haut, ont la particularité de venir s'enrouler autour de l'axone. Comme on va pouvoir voir sur la photographie, ces couches de membrane qui vont se succéder les unes autour des autres, autour de notre axone. Et cette cellule de Schwann ne recouvre pas totalement notre axone. On va avoir des zones qui sont à nu, comme c'est ici représenté, entre les différentes cellules de Schwann. Et ces parties mises à nu de notre axone sont ce qu'on appelle les nœuds de Ranvier. Enfin, dernière partie, l'axone se termine par l'arborisation terminale qui vont permettre la communication avec les autres neurones. Donc voilà la structure d'un neurone qui est à connaître. Alors ce neurone a la particularité d'avoir des charges électriques qui sont différentes de part et d'autre de sa membrane. C'est le cas de la plupart des cellules, on a des charges électriques qui sont différentes. C'est ce qu'on appelle le potentiel de membrane ou le potentiel de repos. On va avoir, pour le cas d'un neurone, un potentiel de repos qui est d'environ de moins 70 millivolts. Alors, comment cela se traduit au niveau de notre axone? On va représenter un schéma grossi d'un axone. Donc nous avons sur ce schéma la partie intracellulaire qui se retrouve ici et la partie extracellulaire qui est au pourtour de l'axone. Donc si nous avons un potentiel de repos qui est de moins 70 millivolts, cela se traduit par une concentration d'anions qui est beaucoup plus importante en milieu intracellulaire. Donc nous avons donc en partie intracellulaire une concentration de charge négative importante. En milieu extracellulaire, c'est une concentration de cations qui est beaucoup plus importante. Nous avons donc en partie extracellulaire des ions positifs qui sont en plus grande concentration. Voilà pour cette première partie. Passons à la deuxième partie, l'initiation du message nerveux. Lorsqu'un neurone subit une excitation, on va avoir des charges électriques qui vont être différentes de part et d'autre de la membrane. Alors ce neurone répond à la loi que l'on dit du tout ou rien, c'est-à-dire qu'il faut que l'excitation soit assez suffisante pour permettre la dépolarisation de cette membrane. Alors comment cela se traduit? Nous allons faire un graphique. Donc nous allons mettre en abscisse le temps en millisecondes et en ordonnée le potentiel en millivolts.
Donc nous savons que lors d'un potentiel de repos, notre neurone est à peu près à moins 70 millivolts. Si on veut que la loi du tout ou rien fonctionne, il faut que le seuil d'excitation soit atteint. Donc il faut à peu près que l'on puisse dépasser les moins 50 millivolts. Donc première phase, on est au niveau d'un potentiel de repos, PR. Lorsqu'il y a une stimulation, on va avoir une augmentation du potentiel. Si ce seuil d'excitation est atteint, on va passer dans ce qu'on appelle le potentiel d'action, le PA. Donc nous avons donc une phase de dépolarisation et une phase de polarisation pour retourner dans les charges négatives. Alors, concrètement, comment les charges se répartissent lors de ce potentiel d'action au niveau de l'axone? Donc, nous allons représenter le même schéma que précédemment, mais en effectuant le potentiel d'action. Donc, je reprends mon schéma de l'axone. Nous avons vu qu'initialement, lors d'un PR, un potentiel de repos, nous avons un maximum de charges négatives à l'intérieur de ce neurone et des charges positives à l'extérieur. Ici, nous nous trouvons dans une situation PR. Lorsqu'il y a un potentiel d'action qui est initié, on va avoir au niveau de cette membrane des pompes ou des canaux, des ouvertures qui vont permettre le passage des ions. Et les ions négatifs vont pouvoir sortir. On va donc avoir une inversion des charges au niveau de cette membrane. Ici, on se trouve donc dans la situation PA, potentiel d'action. Et de part et d'autre de ce PA, on est en situation PR. Donc là, nous avons un potentiel d'action. Maintenant, comment ça se passe pour que ce potentiel d'action soit véhiculé le long de l'axone? Il y a ce qu'on appelle un train de PA, un train de potentiel d'action, ou une onde de négativité. Ce qui se passe, lorsqu'il y a ces charges électriques qui sont inversées, on va avoir l'ouverture des canaux de part et d'autre de la membrane. On va donc avoir un changement d'ion qui va s'effectuer à côté de ce PA. Alors, comment cela se traduit? Je reprends mon schéma. Donc je remets mes charges positives ici, les charges négatives à l'intérieur. Ce qui était initialement le PA va subir une repolarisation, donc ça va redevenir négatif à l'intérieur et positif à l'extérieur. Et la partie négative va être déplacée à côté de l'axone. Donc la partie négative va revenir ici et la partie positive va se déplacer et va revenir à l'intérieur. On remarque ici que j'ai de nouveau ma dépolarisation qui s'est effectuée. Et à côté, je retrouve les PR habituels, donc les charges positives au-dessus et les charges négatives en dessous. Et ainsi de suite. Lorsque le PA est initié à cette partie-ci, les canaux d'à côté vont s'ouvrir, la charge négative va passer à côté et on a cette onde de négativité. Donc voilà pour cette deuxième partie. Passons à notre dernière partie, le passage de l'information nerveuse entre deux neurones. Alors, comme on peut remarquer sur cette photographie, il n'y a aucun contact physique entre les deux neurones. S'il n'y a pas de contact physique, l'information électrique ne peut donc pas passer. Cela veut dire qu'on a un médiateur qui va intervenir et ce médiateur, il est chimique. Donc nous allons voir ça dans le fonctionnement de la synapse. Donc voilà le schéma d'une synapse. Alors, avant de regarder son fonctionnement, on va regarder les différents éléments qui la composent. On va retrouver dans un premier temps le neurone présynaptique qui a subi le potentiel d'action. Nous avons ensuite en bas le début du neurone postsynaptique.
et entre les deux, un espace libre qu'on appelle la fente synaptique. Nous avons ensuite plusieurs éléments à nommer. On va retrouver dans le neurone présynaptique une vésicule contenant ce qu'on appelle les médiateurs chimiques, les neurotransmetteurs. Nous avons ensuite ici les récepteurs de ces neurotransmetteurs. Et enfin, un canal qui se trouve ici, qui est un canal à calcium. Alors, comment cela fonctionne? Nous avons vu qu'il y a initiation d'un potentiel d'action, que ce potentiel d'action va être véhiculé au niveau de l'axone par les ondes de négativité. Lorsque celui-ci va arriver au niveau de notre canal à calcium, il va provoquer une ouverture de ce canal à calcium. Donc j'ai le PA qui arrive, j'ai les ondes négatives à l'extérieur, les ondes positives à l'extérieur. Il va effectuer l'ouverture de ce canal à calcium. Nous avons donc une entrée de calcium qui va s'effectuer dans le neurone. Lorsque la concentration de calcium va être importante dans l'axone, celui-ci va avoir pour effet de faire déplacer la vésicule contenant les neurotransmetteurs et provoquant la fusion de cette vésicule avec la membrane plasmique. Donc nous avons déplacement de la vésicule et fusion avec la membrane plasmique. S'il y a fusion avec la membrane plasmique, cela laisse une ouverture dans la vésicule et donc les neurotransmetteurs sont libérés dans la fente synaptique. Donc, ce phénomène, c'est ce qu'on appelle l'exocytose, la libération des neurotransmetteurs dans la fente. Lorsqu'il y a les récepteurs dans la fente synaptique, ces neurotransmetteurs vont pouvoir être captés par les récepteurs. Lorsqu'ils sont captés, ils vont permettre l'ouverture des canaux et ces canaux vont permettre l'entrée des cations. Donc l'entrée des ions positifs, et donc on va se retrouver dans une dépolarisation, donc dans un potentiel d'action. On va avoir les charges positives qui vont se retrouver à l'intérieur et les charges négatives à l'extérieur. On se retrouve dans un potentiel d'action. Ce potentiel d'action étant initié par le principe des ondes de négativité, il va pouvoir venir être véhiculé le long de ce deuxième axone. Voilà pour cette vidéo, nous avons traité l'ensemble du message nerveux. Petit résumé de la vidéo, nous allons revoir les 5 schémas principaux. Premier schéma, le schéma d'un neurone. Deuxième schéma, la répartition des charges électriques au repos, donc le potentiel de repos ou de membrane. Troisième, le graphique représentant l'initiation d'un potentiel d'action. Quatrième point, le schéma représentant le train de potentiel d'action. Et dernier schéma, le schéma de la synapse.